Quand vous avez vu le titre de cette conférence, « Où sommes-nous sur Terre ?», vous êtes peut-être dit que c'était un titre parfaitement futile, que où on est à Saint-Émilion, et puis il suffit de regarder son GPS ou n'importe quoi, et vous aurez la longitude et la latitude. En fait, je vais essayer de montrer que la réponse à la question est pas si évidente que cela, et qu'elle dépend beaucoup de la façon dont nous parlons de la Terre et de la Terre que nous envisageons. Alors j'emprunte à Bruno Latour, philosophe, environnementaliste, sociologue, je pense que vous le connaissez, qui en particulier a écrit un livre qui s'appelle « Où atterrir », et un autre qui s'appelle « Où sommes-nous ?» Donc c'est un peu dans ce sillage que je pose la question du « où », mais parce que Bruno Latour fait une distinction entre la Terre dont nous vivons et la Terre où nous vivons. La Terre dont nous vivons, nous la prenons tous les ans, et même en cas de Covid, de confinement et de consommation moindre, qu'à une période de l'année qui remonte de plus en plus, qui est passée du mois de novembre au mois d'octobre, puis au mois de septembre, eh bien, nous avons épuisé tout ce que la Terre pourrait renouveler, et nous sommes donc toujours finalement en découvert vis-à-vis de ce que nous empruntons à la Terre. Une autre façon excusez-moi, de dire cette terre dont nous vivons, c'est aussi ce dont vous avez entendu certainement parler souvent. Si tout le monde consommait comme nous, alors ce qui c'est nous, là, c'est les Occidentaux, alors ce serait encore plus si c'était les Américains, et encore plus si c'était les habitants d'Arabie Saoudite, eh bien il faudrait 3, 4, 5 terres pour satisfaire nos besoins. Et puis il y a la terre où nous vivons, et qui est la terre, si je puis dire, réelle. Et celle-là, eh bien, tout le problème, c'est d'arriver à faire coïncider la terre dont nous vivons avec la terre où nous vivons. Et pour éviter la situation dans laquelle nous sommes, qui est c'est pas la terre dont nous vivons, c'est 3 ou 4 terres qu'il nous faudrait, eh bien, il faut reconsidérer la terre où nous vivons. Donc, je voudrais présenter quelle est cette terre dont nous vivons et finalement que nous ignorons, puisque nous vivons d'un ensemble de terres qui n'existe pas, avant d'en revenir à la terre où nous vivons et de voir en un troisième et dernier temps s'il y a un rapport entre les deux. Alors, la terre dont nous vivons, c'est un exercice qu'on a commencé assez tôt à faire. Enfin, on trouve ça dans des textes du XVIIe ou du XVIIIe siècle, et puis ça s'est développé depuis. Si on faisait un tableau avec, en prenant l'un d'entre nous, avec tout ce qu'on mange, tout ce qui nous habille, tous nos transports, et si on dessinait la carte de la provenance de nos aliments, de nos habillements, la carte de nos déplacements, et puis si on ajoute à ça l'énergie et l'ensemble des matériaux dont nous avons besoin, eh bien, c'est la Terre entière qu'on parcourrait. Nous sommes dans un réseau de marchandises, d'échanges qui couvre la Terre entière. Donc, se poser la question, où est la Terre dont nous vivons ? C'est toute la Terre. C'est la Terre dans sa globalité. C'est sur cette Terre dont nous vivons, cette Terre globalisée, j'aime mieux dire globalisée que mondialisée, que je voudrais un petit peu que nous réfléchissions ensemble. Alors, je dirais que c'est un espace homogène, parce que vous mangerez de la même façon quelque chose qui viendra d'un bout du monde ou de l'autre, qui est marqué par la substituabilité de tout et par
la réversibilité de l'espace et du temps. Alors, une Terre globale, bon, Gilles, j'étais avec Gilles, ça fait déjà un moment puisqu'on s'est retrouvés à Bordeaux jeudi, oui, avant-hier. Bon, faisait référence au Covid, hein, et donc à ce petit virus, hein, SARS-CoV-2, qui s'est répandu sur tout le globe. Qu'est-ce qui lui a permis de se répandre sur tout le globe ? La carte de la diffusion du virus, c'est la carte des lignes aériennes. Il suffit de prendre la carte des lignes aériennes et on comprendra pourquoi. Alors, mes chiffres ne sont peut-être pas d'une exactitude parfaite, disons, mais sur les 195 ou 196 pays qu'il y a dans le monde, il y en a 194 ou 192 qui ont été atteints par le Covid. Donc la diffusion de la pandémie, beaucoup plus rapide que ne fut celle de ce qu'on a appelé la grippe espagnole, qui a quand même mis 2 ans pour couvrir la Terre. Là, en quelques mois, c'est fait. Et alors, la deuxième chose qui montre cette Terre dont nous vivons et dont d'autres que nous se mettent à vivre, c'est qu'une fois que le vecteur de transport du Covid, ça a été les hommes, eh bien, il n'y a plus d'histoire du Covid. Quand on essaie de comprendre comment est apparu le virus, bon, il y a toute une histoire écologique, dont on ne connaît d'ailleurs pas tous les éléments, hein, on ne sait pas, on sait que s'il y a un premier hôte, c'est une zoonose, c'est-à-dire qu'il y a un hôte animal, mais il y a un hôte, généralement il y a un hôte intermédiaire avant que le virus n'atteigne l'homme. Tout ça, on ne sait pas très bien, quelle est la part d'intervention, est-ce que c'est aussi un échappé de laboratoire à Wuhan. Mais enfin, il y a une histoire qui est écologique, c'est-à-dire qui est à la fois naturelle et humaine, mais une fois que le virus s'est diffusé dans la population humaine, eh bien, il n'y a plus d'histoire. Hein. Et quand il y a des variants, alors, il y a eu un variant britannique ou écossais, je ne me souviens plus très bien, et puis, bon, il y en a en Afrique du Sud, mais c'est une étiquette qui ne renvoie pas à une localisation réelle. C'est simplement qu'il faut donner des noms aux variants, et d'ailleurs, on leur donne aussi des lettres grecques, hein, bêta, alpha, bêta, omicron, etc. Donc, cet espace de cette Terre globalisée dont nous vivons est un espace abstrait aussi parce que finalement il n'a plus de véritable dimension temporelle. Il y a une expression très curieuse, elle ne choque pas les gens, moi elle me choque quand je l'entends, quand on dit en temps réel, comme s'il y avait un temps réel et un temps faux. Mais qu'est-ce qu'on veut dire en temps réel ? On veut dire que c'est instantané et contemporain. Hein. Quand il y a peu de temps, hein, il y avait le jubilé des 70 ans de règne d'Élisabeth II d'Angleterre, eh bien, on vous disait que la Terre entière, tous les humains pouvaient assister en temps réel à sa sortie sur le balcon de Buckingham ou autre réjouissance. Donc, c'est une sorte d'abstraction du temps parce que l'instant est le même pour tous. Et bon, on pourrait dire la même chose sur les Jeux olympiques d'hiver, hein, les derniers, en Chine, qui, à mon avis aussi, ont été extraordinairement curieux dans notre rapport à la Terre, au temps, à l'espace, puisque là aussi, le monde entier pouvait suivre les compétitions qui se passaient en Chine. Et c'était quoi ? C'était une neige complètement artificielle, à tel point que quand il s'est mis à neiger pour de bon, ça a plutôt dérangé les organisateurs que ça ne les a arrangés. C'était une neige complètement artificielle en plus, là où il y avait des friches industrielles, hein, on voyait des usines en ruine, là où on faisait des slaloms ou des descentes, et là aussi où il n'y avait pas, dans ces endroits de Chine, des habitudes ou une connaissance ou des traditions
de sport de neige. Hein. Donc là aussi, on avait un monde complètement globalisé et finalement rendu complètement abstrait. Alors ce monde globalisé, ce monde abstrait, c'est le monde du commerce. Hein, et là encore, on pourrait dire que c'est quelque chose qui renvoie à assez longtemps, puisqu'on a parlé de Montesquieu dans l'Esprit des lois, publié en 1748, disait que l'Europe fait le commerce du monde entier. Hein, donc c'est l'extension des réseaux commerciaux. Donc l'extension de la substituabilité de produits, là aussi, qui sont homogènes et échangeables. Et là encore, il faut des événements particuliers pour nous rappeler que, par exemple, l'énergie que nous consommons, elle vient de quelque part. Hein, et que le gaz qui alimente notre chauffage, c'est du gaz russe. Bon, on ne s'en serait pas rendu compte s'il n'y avait pas eu beaucoup plus qu'un incident, hein, une guerre qui avait tout d'un coup rappelé que sous l'espace des échanges internationaux de matières substituables, homogènes et qui ne valent que par des qualités qui renvoient les unes aux autres, il y avait quelque chose là-dessous. Un autre exemple où dans l'habitude que nous avons d'avoir des produits qui viennent du monde entier et dont nous n'interrogeons pas la caractéristique particulière et que des événements anormaux, je dirais, non quotidiens, nous font remettre en question, je ne sais pas ce qu'il en est dans les épiceries ou les supermarchés où vous allez faire vos courses, mais moi, là où je vais acheter mon huile, à Monoprix d'un arrondissement de Paris, depuis le début de la guerre en Ukraine, à peu près, hein, il n'y a plus d'huile de colza, il n'y a plus d'huile de tournesol, mais il n'y a plus d'huile d'arachide. Hein, comme si... Alors, on a appris, du coup, ce qu'on ne savait pas, que l'Ukraine était une grande productrice d'huile de tournesol, peut-être d'huile de colza, mais d'huile d'arachide, certainement pas. Et donc, le réseau se casse, hein, il y a une menace, c'est ce qu'au XVIIIe siècle on appelait une disette d'opinion, c'est l'idée qu'on peut en manquer, et à ce moment-là, toutes les huiles, on ne va pas se demander tournesol, mais arachide aussi bien. Alors, dernière, et je pense que c'est la plus importante finalement pour caractériser l'espace de cette terre dont nous vivons, mais que finalement nous ignorons complètement, parce qu'elle s'est rendue abstraite dans des réseaux qui couvrent l'ensemble du monde, où tout est substituable à tout, c'est ce que j'appellerais la réversibilité de l'espace et du temps. Alors, on sait, Bergson, un philosophe, a beaucoup critiqué la spatialisation du temps, opposant le temps spatialisé par sa division en différents segments, en heures, etc. Donc, contre un temps spatialisé, objectivé, extériorisé, lui opposant une durée vécue. Mais moi, je dirais volontiers que la temporalisation de l'espace, c'est pas mieux. Ça peut-être moins étudié que la spatialisation. Qu'est-ce que j'entends par temporalisation de l'espace? C'est que maintenant, des distances, nous les exprimons en temps. On dira, je ne sais pas, Paris est à 2 heures de Bordeaux ou 2h10 de Bordeaux par le TGV. New York est à 6 heures de Paris par... Donc, il y a nous mesurons les distances, non pas dans l'effort ou le type de moyens de transport qu'il faut pour la difficulté que ça représente pour franchir ces espaces. Ça ne vient plus que finalement des données temporelles abstraites. Alors vous voyez que tout ça va vers de la quantification. La substitution, l'échangeabilité suppose qu'il y ait une mesure commune et rapporter les distances les unes aux autres
c'est aussi par des unités de mesure qui, là, sont des unités de temps. Alors, je crois que ça conduit à quoi, ça? Ça conduit que si on prend une marchandise quelconque, elle a un coût. Et dans ce coût, elle a un coût économique. Et dans ce coût, il y a le coût de production et il y a le coût de transport. Et finalement, c'est l'addition des deux coûts qui importe. Et donc, si quelque chose produit très loin coûte moins cher et même en y ajoutant le coût de transport, ça reste moins cher que ce qui est produit sur place, eh bien, on va préférer la marchandise produite très loin et transportée à bas prix à une marchandise produite plus près et où le transport a moins d'importance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on atteint là la dissociation entre un coût économique qui se calcule à partir d'éléments substituables les uns aux autres et qui néglige complètement le coût écologique que, par exemple, ces transports représentent. Autrement dit, des t-shirts en coton produits au Bangladesh et transportés jusqu'en Europe coûtent moins cher économiquement que des t-shirts en coton produits en Europe et distribués sur une distance beaucoup moins grande. Mais le coût écologique des t-shirts produits en plus dans des conditions où, pour produire en grande quantité, on va pas prendre en considération ce qu'on appelle les externalités, les dégâts qu'on cause si ça ne rentre pas dans le prix, et c'est ça que ça veut dire externalité. Eh bien, il y a une dissociation complète entre le coût économique, une sorte de dématérialisation du coût économique par rapport au coût écologique, et on peut voir dans cette dissociation pas la raison, mais une des raisons qui font que cette terre dont nous vivons a si peu à voir avec la terre où nous vivons et qui est même une menace de destruction de la terre où nous vivons, puisque l'accumulation des destructions consécutives à une volonté de produire toujours plus et moins cher, quelles que soient les conditions matérielles finalement de production, c'est l'ensemble des dégradations que nous vivons aujourd'hui. Donc, on peut dire, si je pose la question « Où sommes-nous sur cette terre ?» Eh bien, et si je réponds à la question du point de vue de la terre dont nous vivons, eh bien, je peux dire partout et nulle part. Il y a ce lieu où je mange des produits qu'on trouve dans l'ensemble du monde, où je m'habille avec des matériaux qui viennent de l'ensemble du monde, où j'utilise une énergie, peu importe d'où elle vient, sauf événement extraordinaire, eh bien c'est partout et nulle part. Et pour illustrer ce partout et nulle part, je me souviens qu'en l'été 1999, quand il y a eu l'accident du Concorde à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, donc qui a fini le Concorde, on a eu des photos de l'accident de l'avion, parce que des gens avaient pris des photographies. Et pourquoi ils étaient là? Parce qu'ils passaient leurs vacances à visiter des aéroports. Et je dois dire, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quand même une drôle d'idée de passer ses vacances à visiter des aéroports, parce qu'il y a peu de choses qui ressemblent plus à une autre qu'un aéroport à un autre aéroport. Les zones d'attente, les passages de duty free. Et donc, c'est la terre dont nous vivons, c'est devenu ça, ce monde homogénéisé, substituable, où finalement il n'y a plus que des instants. C'est ça que veut dire l'expression de temps réel. Et je dirais, cette terre
dont nous vivons, nous n'y vivons pas. D'où l'importance qu'il y a à revenir à la terre où nous vivons si nous voulons faire coïncider la terre dont nous vivons et la terre où nous vivons. Alors, en ce sens, on peut dire que c'est revenir à Saint-Émilion et c'est là que je referai référence à Bruno Latour, parce que, justement, depuis Où atterrir, ces derniers livres, Bruno Latour a dit, mais au fond, il faut faire des... renvoyant à la terre dont nous vivons, cette terre finalement que nous ne connaissons plus, il faut redécouvrir la terre où nous vivons, qui est la terre de nos attachements, une terre où il faut refaire des enquêtes, puisque Bruno Latour, dans Où atterrir, faisait la comparaison avec les cahiers de doléances en 1789, qui a été une façon, finalement, ces cahiers de doléances, vous savez, qui ont été rédigés par circonscription électorale et où les habitants d'un bailliage, enfin d'une circonscription électorale, finalement décrivaient leur pays et disaient ce qui allait pas et ce qui allait mal, et ce qui allait bien, mais pas très souvent. Eh bien, c'est cette terre qu'il nous faut redécouvrir. Et je crois, de ce point de vue-là, que ce festival Biotope, enfin moi je le ressens et je l'envisage comme finalement une façon de redécouvrir la terre où nous vivons, de faire tout ce que vous avez entendu depuis hier, de faire une enquête sur la réalité et la diversité du monde. Et de ce point de vue-là, je crois que dans ce festival Biotope compte beaucoup le rapport au passé. Un des titres du festival, qui est de revenir au passé pour ouvrir sur le futur, me paraît très important parce que, on pourrait dire, c'est toute la question des semences anciennes, des roses anciennes, de redécouvrir. On peut y voir une sorte de nostalgie passéiste. Moi, je ne pense pas du tout. Je crois qu'on peut dire qu'il s'agit non pas de revenir à un passé qui a disparu une fois pour toutes. Il s'agit finalement de se réapproprier son passé pour pouvoir regarder vers l'avenir, pour pouvoir ouvrir des possibles. Ce monde abstrait, uniformisé, homogénéisé de la terre dont nous vivons, revenir à la terre où nous vivons, une façon de connaître un pays, c'est de connaître son histoire. C'est une façon d'en retrouver la personnalité, l'originalité. Donc, revenir, réapproprier, ça n'empêche pas l'innovation et ça n'empêche pas, au contraire, ça ouvre des possibles. Il ne s'agit pas de se geler dans un passé dont on ne veut pas sortir, mais de se réapproprier son passé pour mieux envisager l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce que j'ai, en écoutant les interventions précédentes, pu réfléchir sur ce que c'est que de refaire l'enquête sur le monde où nous vivons. Le mot était celui de la table ronde qui a ouvert l'après-midi, c'est bien sûr diversité. Le monde homogène, le monde de la Terre dont nous vivons, c'est, nous le savons, un monde où finalement la diversité, j'y ai fait référence pour notre vie à nous, nos vêtements à nous, qui sont de plus en plus les mêmes, mais c'est aussi celui de la monoculture, de la raréfaction des espèces. Dans la présentation qui a été faite hier soir des cépages, on nous a dit qu'il y avait des milliers de cépages dans le monde, qu'il y en avait au moins 500 en France, et puis finalement qu'on se retrouve avec 4 ou 5 cépages. Revenir au monde où nous vivons, c'est redécouvrir donc la diversité des cépages dans des régions de vignes, des pommiers dans des régions de pommes. Et on sait, on vous l'a dit et je n'y reviendrai pas,
à quel point, dans l'ouverture sur l'avenir, à quel point la biodiversité est un facteur d'adaptation et de résilience. Je crois que ça a été très très bien montré par les intervenants de la première de la table ronde. Et donc je n'y insisterai pas plus, mais ça s'intègre, me semble-t-il, fort bien dans mon propos. Donc, s'intéresser à la diversité, c'est, au lieu, je vous dis, de ce monde substituable, où un centre commercial au sud du Brésil, c'est la même chose que vous trouverez à Stockholm ou quelque part en Turquie. Au contraire, c'est découvrir non pas que chaque région a une identité, mais la diversité est un facteur d'auto-affirmation et d'auto-résilience des différents endroits. On diversifie pour donner plus d'affirmation possible à chacun. Et retrouver la diversité, retrouver la singularité, disons l'identité, c'est aussi, bien sûr, redécouvrir la qualité. Autant nous étions dans la terre dont nous vivons dans la quantité, et dans l'équivalence, c'est la comparaison entre les quantités, autant revenir à la diversité, c'est redécouvrir la qualité. C'est là, si je reviens à ce que je disais sur si la somme production plus coût de transport est plus faible qu'une autre somme que production plus coût de transport, quelle que soit la distance, on va préférer là où c'est le moins cher, ce qui a pu conduire en Europe à faire des zones de spécialisation agricole. Moi, je me souviens d'un prof de l'agro me disant, l'agro-paritech dont on parlait hier, me disant, oui, il y a 10 ans, oui, d'ici 10 ou 15 ans, eh bien, on ne produira plus de fruits et de légumes qu'en Espagne. Ailleurs, c'est plus la peine. Or, on voit à quel point ce genre de spécialisation est au détriment et de la qualité. On parlait hier de la maturité des fruits qu'on cueille. Plus il y a de transport, plus on cueillera tôt. Donc on perdra en qualité, et aussi, nécessairement, ce type de raisonnement est écologiquement destructeur à cause de ce que je vous disais, de la dissociation entre coût économique et ce qu'on pourrait appeler le coût écologique. Donc, revenir à la Terre où nous vivons, enquêter sur sa diversité, sur les façons différentes dont elle se compose une singularité, revenir de la quantité à la qualité, c'est aussi découvrir ce qu'on peut appeler les attachements. C'est faire jouer l'imaginaire et l'affectivité, qui est peu mobilisé, même si l'imaginaire peut se mobiliser sur beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a plus de mobilisation de l'imaginaire et de l'affectivité sur les raisons que nous avons d'aimer notre pays, en prenant pays dans tous les sens, et la diversité des pays, que si nous le rendons équivalent dans une abstraction globalisante. C'est j'allais dire un philosophe. Oui, c'est un philosophe, mais pas officiellement, si je peux dire. C'est Aldo Leopold, un forestier américain de la première moitié du XXe siècle, qui a publié une sorte de livre culte pour les protecteurs de la nature, qui est l'Almanach d'un comté des sables, qui dit à un moment, vous me direz c'est une banalité, mais finalement il faut peut-être la redécouvrir, où il dit que nul animal, même pas l'homme, ne
peut être envisagée indépendamment de tout rapport à son environnement. Et je crois que passer de la Terre dont nous vivons à la Terre où nous vivons, c'est justement redécouvrir la dépendance, le rapport, à la fois objectivable et en même temps subjectif, que nous avons à notre environnement. Alors ça, c'est vrai aussi bien, je dirais, dans ce que ça nous fait de bien que de ce que ça peut nous faire de mal. Et la perspective One Health, d'une seule santé, que Gilles a évoquée dans la conférence d'ouverture du festival, disait bien ça. L'idée de One Health, d'une seule santé, c'est le lien entre santé environnementale, santé animale et santé humaine. Et je dirais que ce lien, on l'a éprouvé à la fois positivement et négativement dans le Covid. Alors, positivement, négativement, ça ne veut pas dire bien mal. Mais comme je vous disais, au départ, SARS-CoV-2, le virus, il a une histoire écologique, et un certain nombre d'écologues s'emploient à la reconstituer. Donc, on voit là le lien, et tout ce qu'on a dit sur la pression humaine sur les espaces qui, laissant de moins en moins la possibilité à un certain nombre d'animaux de se déployer librement, rend le contact avec les humains plus rapide et du coup multiplie les zoonoses. Bon, toute cette liaison donc, qui se fait entre l'environnement, le milieu, la santé animale, la santé humaine, tout ce qui se fait dans un milieu de vie. Ça, c'est, je dirais, le côté où on apprend des choses. Et puis le côté où on s'est mis à les désapprendre, c'est ce que je vous disais, une fois que SARS-CoV-2 rend que son milieu, ça devient l'humain, eh bien, il n'y a plus d'histoire. Comme si c'était uniquement des individus qui étaient affectés. Et comme si donc, le SARS-CoV-2 était hors sol. Et on oublie la santé animale, ou plus exactement, on y donne la pire solution possible. Je pense aux millions de visons qui ont été tués au Danemark parce qu'ils avaient attrapé le Covid et qu'on craignait qu'ils ne le retransmettent. Donc, on dissocie complètement les deux santé. Et surtout, alors c'est ça, c'est ce qu'ont montré un certain nombre d'études qui ont été faites sur le Covid, quand on a dit le Covid, ce n'est pas une pandémie, c'est une syndémie. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une maladie qui affecte les individus, c'est un ensemble de maladies, et dans les raisons qui font que l'atteinte par le Covid a été très inégale, tout le monde n'a pas été affecté, tout le monde n'a pas été affecté de la même façon, tout le monde n'a pas été affecté au même moment. Alors, il y a des questions d'âge, de génération qu'on a découvert, mais il y a aussi beaucoup que ceux qui étaient les plus vulnérables étaient ceux qui avaient ce qu'on appelait des comorbidités. Et ces comorbidités, diabète, obésité, sont le plus souvent liées, sont des maladies, on peut dire, environnementales parce qu'elles sont liées au milieu dans lequel on vit. Autrement dit, ce qu'on découvre, et ce dont je n'ai pas parlé jusque-là, mais dont je voudrais quand même dire quelques mots, c'est que dans les trois santés, entre l'environnemental, l'animal et l'humain, il y a la dimension sociale. Et que c'est dans cette dimension, pour reprendre la phrase d'Aldo Leopold, aucun animal, même pas l'homme, etc., il ne faut pas oublier que quand il s'agit des hommes, mais aussi pour les animaux, mais quand il s'agit des hommes, ils vivent en société. Et que pour rendre compte de la diversité du monde et de la diversité de la terre où nous vivons, il ne faut pas uniquement considérer des individus, il faut considérer des sociétés et voir que ces sociétés font société dans ce qu'on peut appeler un milieu de vie. Et donc,
revenir à la Terre où nous vivons, c'est découvrir cet entrelacement de l'environnemental, du social et de l'individuel, et qui est notre milieu de vie commun ou non. Donc, alors, est-ce que revenir à la Terre où nous vivons, est-ce que c'est, comme on le dit parfois, retrouver des racines ? Alors on peut comparer les arbres. Les arbres ont eu beaucoup d'attention ces derniers temps. Mais il y a une Geneviève Pruvot, quelqu'un qui travaille sur ce qu'elle appelle le féminisme de subsistance, dit plutôt que d'enracinement, moi je préfère parler d'ancrage, comme un bateau qui s'arrête et qui jette l'ancre, mais qui peut repartir. Revenir à la Terre où nous vivons, ce n'est pas nous trouver enfoncés dans la glaise, si je puis dire, c'est découvrir que nous ne vivons pas sans ancrage, que nous ne sommes pas indépendants de notre environnement, mais que ça ne signifie pas une impossibilité de s'en détacher. Je dirais, si on regarde la façon dont les Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine décrivent leur exil, on se rend compte que ce n'est pas une situation... Il n'y a pas l'opposition entre être en Ukraine et être exilé. Il y a des façons de s'ancrer ou pas dans son exil, étant donné que ça ne sera jamais vos racines, et puis que certains vont se dire peut-être qu'on restera là, d'autres on reste là que le temps de revenir, et d'autres encore on reste là le temps d'aller ailleurs. Donc il y a revenir à la Terre où nous vivons, en découvrir la diversité, la complexité, c'est pas, et ça sera mon dernier temps, c'est pas opposer le global et le local. C'est, et je vais essayer pour terminer de dire ce que j'entends par là, là aussi je reprends l'expression à Bruno Latour, c'est localiser le global. Parce que vous pourriez me dire, mais cette façon d'abandonner la Terre, de ne plus se laisser globaliser en perdant tout repère pour revenir à la Terre où nous vivons, c'est une façon de se replier sur des communautés. Et au fond, ce que je vous ai présenté comme la globalisation, ça a du bon. Ça a du bon. D'abord parce que c'est bien d'élargir ces réseaux, ces repères, parce que, là encore, comme le montrait Montesquieu au XVIIIe siècle, avec les bateaux de commerce, c'était aussi des idées qui voyageaient, c'était aussi des livres, c'était aussi des façons de faire, et donc une mise en commun et une mise en contact qui est toujours source d'enrichissement. Donc, pourquoi ne plus vouloir de ça ? Et puis j'ajouterais, et c'est le plus important, ce que nous apprend le monde dont nous vivons, c'est que l'humanité, son unité, elle existe. Ce n'est pas uniquement quelque chose dans la tête. Il y a un roman de Balzac où un personnage dit à l'autre « Si tu pouvais appuyer sur un bouton et tuer un mandarin de l'autre côté de la Terre, mais que ça te rende très heureux, est-ce que tu le ferais ?» Oui, répond l'autre, parce que un mandarin de l'autre côté de la Terre, c'est une chose complètement abstraite. Bon, je crois que ça n'existe plus. Nous sommes sensibles, alors pas forcément aux mandarins, mais à tout ce qui se passe, et on a fait tout ce qu'il fallait pour nous rendre sensibles, à tout ce qui se passe de l'autre côté de la Terre. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'humanité, c'est une réalité. Et on peut dire que c'est l'environnement qui... la conscience environnementale et l'importance prise par la redécouverte de notre lien avec l'environnement, ça ne nous sépare pas des autres. Ça montre au contraire l'unité de l'humanité. Donc le problème n'est pas d'opposer chacun pour les autres, mais dans une toute petite... dans une petite communauté repliée sur soi-même, à la grande unité
universelle mais très abstraite de l'humanité. La question, je vous dis, notre appartenance à l'humanité, nous la prenons aussi bien biologiquement par le Covid que affectivement et intellectuellement par la façon dont nous sommes affectés par tout ce qui se passe dans l'ensemble du monde. Donc l'humanité existe. Le problème, c'est comment réaliser notre unité avec l'humanité. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle, un peu celui de la Terre dont nous vivons, qui est le modèle de l'abstraction. Nous sommes tous, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Bon, nous sommes une série d'individus égaux les uns aux autres. Ce qui est important, mais ce qui ne provoque pas véritablement des liens réels. Et puis il y a une autre façon d'éprouver cette unité que nous avons avec l'ensemble de l'humanité à partir des liens que nous avons, qui ne sont pas forcément des liens positifs, mais en nous étendant à partir du proche. Alors, je prendrai là l'exemple, enfin c'est plus qu'un exemple, c'est un cas d'une philosophe américaine, Iris Marion Young, qui est morte il y a une petite dizaine d'années. Et le point de départ de sa réflexion, ça va été elle était professeure dans une université californienne, et ses étudiants avaient ces t-shirts dont je vous parlais, ces t-shirts produits en grande quantité au Bangladesh, dans des conditions de travail assez abominables. On a vu, on a tous... il y a eu des accidents extrêmement graves qui montraient le peu de cas qu'on faisait de la vie de ces ouvriers, qui sont plutôt des ouvrières. En général, c'est des femmes. Et donc, la question était, ces étudiants qui portent les t-shirts, alors, soit avec l'annonce de leur université, n'importe quel slogan, et qui ne coûtent pas cher, quel rapport ils ont avec ces ouvrières, ou c'est souvent des quasi-enfants qui travaillent dans ces usines. Alors, est-ce qu'ils doivent se sentir coupables de porter ces t-shirts? Non, répondait Iris Marion Young, qui a développé ce qu'elle appelait le modèle de la responsabilité par connexion sociale. C'est une responsabilité qui n'est pas une culpabilité. Les étudiants du campus, ce n'est pas eux qui exploitent les ouvrières. C'est une responsabilité par connexion, par lien. En portant ces t-shirts, ils ont un lien avec ceux qui les ont produits. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire vivre ce lien? Eh bien, en faisant en sorte que cette injustice énorme qui est de faire travailler des femmes ou des quasi-enfants dans des conditions de surexploitation soit supprimée. C'est ce que Iris Marion Young appelle une injustice structurelle. Donc il n'y a pas des coupables à chercher. Il y a une situation à transformer, et ça représente un engagement collectif. Bien, ce que Iris Marion Young disait à propos des sweatshops, comme on dit en anglais, ces usines où on fabrique des t-shirts sur la sueur, la vie et la mort des ouvrières qu'ils font, ça vaut aussi autant pour les questions environnementales, changement climatique, érosion de la biodiversité. Là aussi, c'est quelque chose auquel tous, d'une certaine façon, nous participons, nous en sommes responsables. Responsable, je dirais, même si ça a provoqué beaucoup de réactions, mais pas coupable, mais responsable en ce sens que nous devons nous engager collectivement pour transformer cette situation. Et ces engagements collectifs, il y en a de quantité de sortes, ça ne passe pas forcément par des manifs, et ça peut aussi, et je pense que le type d'engagement collectif que représente le festival Biotope fait partie de cette façon d'éprouver les liens, non pas dans une identification abstraite et universelle, mais dans un universel qu'on peut appeler latéral,
hein, puisqu'il passe par l'ensemble des réseaux qui nous lient, non seulement nous tous les humains, mais aussi nous tous les vivants, les uns aux autres. Voilà, merci. On ne se quitte plus, la Catherine, c'est bien. Mais en plus, on s'aime bien, donc ça tombe bien. Évidemment qu'un scientifique écologue ne peut que réagir tout à fait favorablement à ce que vient de dire Catherine. Bon, d'abord, la première question, elle est éthique. Est-ce que la Terre est un centre de ressources pour l'humanité? Voilà. On ne la pose pas assez souvent, cette question-là. Est-ce que les thons de la Méditerranée sont un stock utilisable, corvéable à merci par les humains? Est-ce que en ce moment, on en vit un drame en Pays Basque, c'est le massacre des civelles, hein. Il y a un braconnage que vous n'imaginez pas. 3 000 € le kilo de petites anguilles. Bon, bien sûr, elles vont disparaître. Puis je suis à peine contrôlé, de toute façon. Quels sont les risques à trafiquer des civelles par rapport au trafic de drogue? On gagne autant d'argent. Et il y a plein comme ça de trafic sur le monde animal ou végétal. Tout à l'heure, j'écoutais la jeune femme qui parlait de toute la pharmacologie, la pharmacopée végétale. Le bois de rose à Madagascar n'existe plus que dans les réserves naturelles. Et bien, tous les jours, il y a 3 bateaux de bois de rose qui partent en Chine, organisés par le système politique en place. Donc ça veut dire que tout ça, c'est des questions qui sont tellement, tellement évidentes et tellement injustes. Et c'est vrai qu'en réagissant là-dessus, donc, est-ce que la Terre est un stock? Est-ce que c'est un centre de ressources? Alors que l'homme, il puise quelque chose dont il a besoin, oui. Alors il a quelquefois contourné la situation de base qui consistait à exploiter directement. On a inventé l'agriculture, on a inventé l'élevage. Dans quelle mesure aujourd'hui ceci est vertueux? On a fait plein de choses. Moi, je dis souvent, vous savez ce qui m'avait un petit peu frappé quand j'étais à Totavel? Ce sont les plus anciens Français de France, si on peut parler comme ça, Vallée des Corbières. Ils arrivent il y a 700 000 ans, ils s'en vont il y a 100 000 ans. Et je dis à mes collègues préhistoriens, mais comment ils ont fait en ne faisant que chasser et cueillir pour ne pas tout épuiser? La réponse, elle est immédiate. Ils sont 20 à chaque fois. 20. Et nous, on est 8 milliards aujourd'hui. Donc évidemment, dans ce que disait Catherine tout à l'heure, l'aspect démographique est absolument fantastique. Et avec, elle l'a bien rappelé l'autre jour aussi à Bordeaux, un impact très différent selon les populations. Il est évident qu'un type qui lève quelques chèvres au Zimbabwe n'a pas l'impact d'un capitaliste américain qui a 5 voitures et puis des avions. Et ça, c'est terrible. Et puis, il faut voir aussi comment l'humain aujourd'hui va applaudir à des choses qui sont désolantes. Qu'on envoie une Tesla dans l'espace qui va retomber un jour sur quelqu'un. Il n'y a aucun objet qu'on a lancé en l'air qui ne soit pas retombé. Ça, depuis que la Terre tourne, c'est comme ça. Je ne vais pas être très content de récupérer la Tesla dans sa piscine, bien sûr. On a le cas en ce moment, tu parlais des Jeux Olympiques en Chine récemment. Là, on va refroidir des stades à ciel ouvert au Qatar pour jouer au football. Avec cet argent-là, je donne de l'eau potable à tous les enfants africains. Voilà. Cette démesure-là, elle est absolument monstrueuse. Et c'est vrai que notre ennemi n'est ni le poulet, ni la vache, ni la voiture, ni l'avion, c'est la démesure, et c'est ce qui apparaît ici, démesure de quelques-uns. Donc résoudre ça, c'est pas simple, parce que moi je me suis beaucoup opposé par exemple aux compagnies low cost. L'autre jour, le patron des EasyJet qui criait « C'est scandaleux, le test Covid coûte plus cher que le billet d'avion ». J'aurais honte de dire ça en me sentant homo sapiens. Et là, ils vendaient des billets d'avion à Bordeaux cette semaine, Bordeaux-Marrakech, 4,99 €. Voilà. Et bien ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Alors quand est-ce que là, toutes ces questions de communion entre... Il faut toutes les disciplines, des mathématiques appliquées évidemment, de la physique, de la chimie, on a parlé de chimie tout à l'heure, de la biologie, d'écologie, mais bien sûr les sciences humaines et sociales, clairement de la sociologie, de l'anthropologie, de la géographie, et puis on a vu que la philosophie c'est super sympa de temps en temps, ou tout le temps. C'est ça. Donc je ne sais pas comment aujourd'hui on va être capable effectivement de mettre tout ça bout à bout. Il nous faut des gens de bonne volonté. Et je vois la résolution de nos problèmes sur un système à 4 piliers. La science, pas les opinions. Je l'ai crié depuis cette semaine à Bordeaux et ici. La science n'est pas une opinion. Or, on n'a entendu que des opinions pendant la Covid. Les bêtises qui ont été dites. À un moment, on avait un match de football entre les médecins parisiens et les médecins marseillais. Donc, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est trop grave. Et d'ailleurs, Étienne Klein l'avait bien défini. On a confondu la science établie et la science en marche. Conteste durant une crise des traitements, évidemment, il faut le faire, on y va. Si les gens sont d'accord, on va essayer. Mais il ne faut pas confondre ça avec des choses qui sont établies depuis très longtemps et qui ont démontré leurs preuves.
Après, les politiques, lesquels, quand j'écoutais Catherine à l'instant, comment est-ce que des politiques réfléchissent à ça et prennent les vraies mesures pour résoudre ces questions-là? Vous savez, quand on est obsédé par sa réélection, comment voulez-vous prendre des mesures qui seront forcément difficiles, courageuses et impopulaires? C'est pas simple. Donc là, le débat est lancé. Avec les écolos, on a beaucoup discuté. Elle les connaît bien, Madina aussi. L'écologie n'est pas du tout l'apanage des écolos. D'ailleurs, je m'étais beaucoup battu quand j'étais au ministère pour que le mot écologie disparaisse du ministère. C'est dramatique. Pourquoi un ministère de l'écologie, qui est une science, et pas le ministère de la physique ou de la chimie? Ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui... Et puis surtout dans l'esprit des Français, écologie égale écologisme. Un vrai ministère de l'écologie n'est pas du tout un ministère de l'écologisme. Donc c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Après, les ONG, nous ici, tous ces gens qui sont ici, qui viennent nous écouter, qui ont envie de faire des choses. J'ai fait un petit tour tout à l'heure dans le jardin, dans la rue. Les gens ont envie, puis ils font des choses. Avec les enfants, avec les écoles, avec les personnes âgées, comment les assos se débrouillent. J'ai beaucoup aidé l'association du flocon à la vague, qui est lancée par les sportifs. Il y avait 8 médailles d'or samedi dernier à Biarritz. Et il y avait aussi les Sarrazous d'ailleurs. On se bat du flocon à la vague pour démontrer justement la relation entre un flocon qui tombe sur les hauteurs des Pyrénées et qui finit de plus en plus sale en arrivant dans l'estuaire de l'Adour à Saint-Jean-de-Luz. Et puis enfin, dernier pilier, je vais vous surprendre, mais c'est l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on se trouve, si l'entreprise ne prend pas sa part de responsabilité, on aura énormément de mal à aller assez vite par rapport au temps qui nous reste aujourd'hui. Je pourrais vous donner des chiffres, Catherine les connaît bien aussi, combien d'espèces sont parties, combien vont partir, quel est le niveau du gradient thermique, comment la mer va monter. Voilà, et comment est-ce qu'on discute là-dessus? Cette semaine, je suis allé avec Marc-André la semaine dernière chez Moitensi, on était à Arles. Je suis allé depuis chez Bouygues, qui sont terrorisés par la nouvelle loi, zéro artificialisation nette 2050. Comment on va construire? C'est une vraie question. Je suis allé aussi chez GRT Gaz, l'histoire du gaz russe. Donc c'est vrai que... Et puis beaucoup chez les vignerons. On est allé effectivement chez beaucoup de vignerons avec une vraie conscientisation de tout ça. Et une entreprise, elle est faite aussi de gens de bonne volonté. C'est pas tous des affreux salopards qui veulent tout dégrader. Donc, et ce dont je me rends compte, c'est que Je suis allé chez Pocheco. Allez voir ce soir Pocheco, entreprise la plus vertueuse de France. Ils sont à Lille. C'est une entreprise qui est là depuis la fin du siècle dernier. Et ils font des enveloppes. Alors, ça paraît tout bête. C'est absolument génial la façon dont ils gèrent leur entreprise. Voilà. Donc ça veut dire que si tout le monde s'y colle, si tout le monde a envie de changer le système et d'aller dans le bon sens, ça peut fonctionner. Mais pour ça, on a dit qu'il fallait laisser au vestiaire les 3 défauts majeurs, et j'arrête, Madina c'est promis, qui sont l'imprévoyance. Une grande partie de ce qu'a dit Catherine, ça a été géré par l'imprévoyance. L'arrogance, surtout masculine, et la cupidité. Voilà. Ça ne va pas durer longtemps parce que j'ai super soif et super faim. Alors, juste ce que tu dis sur les entreprises. On a vu sur le climat. On a multiplié les COP où il ne se passait rien du tout. Parce que quand les États sont face à des ONG, ils ont chacun une logique et ils ne s'en démordront pas. Et je me souviens d'un moment qui a changé ma vie, où je me suis retrouvé à animer la COP de territoire à Lyon 6 mois avant la réunion à Paris, et c'était les producteurs de gaz à effet de serre qui étaient réunis, c'est-à-dire les entreprises et les villes. Les villes, les municipalités, les villes, de plus grandes villes du monde, les villes. Et quelque chose me disait, ce qui a été vérifié, que c'est du côté de ceux qui produisaient les méfaits qu'il y avait des solutions pour les réduire. Et c'est un peu ce qui s'est passé, beaucoup trop lentement, mais ça s'est passé. Moi, j'étais très frappé de voir, quand vous avez 50 maires de villes les plus diverses, j'ai fait une enquête avec un architecte paysagiste, et lui et moi, on a été dans 200 villes. Il y a des villes qui progressent et d'autres où ça, c'est de pire en pire, premièrement. Deuxièmement, je me souviens m'être un peu frité avec Nicolas Hulot pour son dernier film. C'est-à-dire, si vous alertez sans émerveiller, vous allez reculer.
C'est en émerveillement, en émerveillant qu'on alerte. Clair. Et dernier point, j'avais un ami. Comme je vous l'ai dit précédemment, tout à l'heure, mon éventuelle sagesse est venue de l'amitié. Il s'appelait Michel Lefebvre. Michel Lefebvre, il était marin, au commerce, comme on dit. Et il a décidé de reprendre des études, il est rentré au CNES, et c'est lui qui a été le responsable des premiers satellites regardant la mer. Et il disait, soyons géonautes, puisque, jusqu'à preuve du contraire, la Terre est un vaisseau spatial, soyons marins de ce vaisseau spatial. Alors ça, c'est à toutes les échelles. C'est soi-même, c'est dans sa famille, c'est etc., à toutes les échelles. Vous savez, une action, pour être efficace, ça dépend d'une échelle. À quelle échelle vous la menez? De la même manière que dans la vie très privée, la différence entre un fantasme et une réalisation, c'est une date. Vous réfléchissez, ça vous rappelle ou des souvenirs ou des espérances. Et dernier point, il se trouve que je suis marin depuis que je suis tout petit, et quelque chose me dit que si on se conduisait sur Terre, comme on se conduit en mer, ça irait mieux. Parce que qu'est-ce que c'est être sur mer? Il y a 3 points. D'abord, être humble, parce que celui qui pense qu'il est plus fort que la mer, c'est un con, il faut passer son chemin. Il faut être déterminé, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas aller. Et puis, on est en équipage. Moi, je fais du bateau de compétition. Et où on m'aide à être plus grand que moi-même, et on n'est pas dernier, où ils considèrent que je suis un nul, ce qui est vrai par rapport à eux, et on est dernier. Donc il y a 2, 3, il y a 4, 5, 6, il y a 4, 5, 6 verbes de base comme ça. Et puis ce que me rappelait mon prof de philosophie, parce que moi j'ai commencé par la philosophie, et c'était Raymond Aron, n'oubliez jamais, hélas, n'oubliez jamais que les êtres humains ne sacrifieront jamais leur intérêt à leur passion. Ça peut être la passion du fric, mais ce n'est pas l'intérêt d'en avoir. Quel intérêt d'avoir 8 milliards par rapport à 100 millions? Il y a des passions. Et on croyait à un moment donné que ce que Montesquieu et d'autres appelaient le doux commerce suffirait. Non. Parce qu'il y a des fous. Il y a des fous, complètement fous. Et les fous, alors on les voit à l'œuvre dans les expéditions militaires terrifiantes, mais ils sont ailleurs aussi. Quand on voit que les plus grandes fortunes du monde investissent dans 2 actions. La première, c'est d'aller déménager sur ce rocher de merde qui s'appelle Mars, alors que nous avons, par les hasards absolus de la structure de l'univers, le plus bel endroit. Et ces cons-là, ils ont une autre ambition, c'est de tuer la mort. Celui qui tue la mort, il tue aussi la vie. Regardez en vous-même et soyez francs. Ce qui restera de votre vie, c'est les moments où vous avez été le plus fragile, pas le plus fort. Et maintenant, large soif à vous tous.